mesdames. Bonsoir, messieurs. Je vous avais pas oublié, messieurs. J'attendais juste pour être certain que vous entendiez bien. Alors, ceux qui sont dans le fond, peut-être que vous ne voyez pas, mais vous pouvez m'entendre bien quand même. Alors, bonsoir, et il nous fait plaisir, grandement plaisir, de vous accueillir à ce 4e souper soirée romance au profit de la Fondation HTAPQ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Hugues Boulanger et je serai le maître de cérémonie ou l'animateur ou le gardien du temps, selon l'appellation que vous voudrez bien me donner. Cette 4e édition est encore une fois le fruit d'une étroite coopération entre l'Orchestre des Modernaires Band, dont le représentant est M. Martin Laliberté, est assis au fond. Vous allez le voir sur la scène une bonne partie de la soirée. Entre aussi le motel Le Phare, dont les propriétaires sont actuellement, je les attends, là, M. Philippe Audet et depuis peu de Mme Louis Penn, que nous appellerons Sandra pour ce soir. Alors, ils sont à l'autre bout près de l'entrée. Alors, bienvenue, Mme Sandra, à Plessisville, et bon succès dans votre entreprise. Et le 3e partenaire, évidemment, c'est la Fondation HTAPQ. Alors, le déroulement de la soirée se fera comme suit. Pendant que vous dégustez ou sirotez ou buvez votre apéritif, nous entendrons d'abord le mot de bienvenue du président de la Fondation. Pas tout de suite, attends, Denis. Suivront ensuite 2 brèves conférences immédiatement avant le souper, qui sera servi à compter de 18h30, ce qui était prévu. Alors, on peut compter 18h45 environ. Au son de la musique d'ambiance, présentation de la violoniste, Mme Patricia Marcoux, que vous avez entendu là, depuis le début. Après le souper, danse sous la musique de l'Orchestre des Modernaires Band, et à la pause, vers 10h le soir ou 22h, vente de billets en prévision du tirage des nombreux prix de présence, pas nécessairement de présence, offerts par de généreux commanditaires. Vous les avez vus à l'entrée sur la table. Il y a aussi dans le coin là-bas comment on appellera ça? Un arrangement floral. Je pense que c'est le bon terme. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Mme Patricia Marcoux, avant de présenter M. le Président. Mme Marcoux, où est-elle? Ah, voilà. Alors, Mme Marcoux est originaire de Saint-Ferdinand. Elle est diplômée en musique de l'Université de Montréal, détentrice d'un baccalauréat. Elle fait de la musique depuis plusieurs années. Elle a même son école de musique à Saint-Ferdinand et elle a un répertoire très varié dans tous les styles de musique. Elle m'a dit qu'elle était versatile. Moi, j'ai traduit ça par polyvalente. Elle fait toutes sortes de musique. Alors, elle participe à différents événements comme la musique d'ambiance comme ce soir, des festivals, des mariages, et elle s'adapte assez bien à toutes les situations. Si vous désirez, elle a un CD qui est disponible, qui sera disponible, elle sera à la porte à la fin de sa présentation, c'est-à-dire après le plat principal. C'est elle qui sera là. Alors, elle fait de la musique traditionnelle, qu'elle m'a dit, et si vous pouvez aller vérifier sur son site internet, qui est facile à retenir, Patricia Marcoux, tout d'un bout, patriciamarcoux.com. Alors, avant d'aller plus loin, je vous présente donc M. Denis Cormier, président de la Fondation, qui vous entretiendra brièvement, lui a-t-on demandé, de la Fondation. Merci, M. Boulanger. Je serai bref.
Surtout si vous ne m'écoutez pas. Je pense que je vais retourner m'asseoir tout de suite là. Non, mais pendant que je parle, vous pouvez parler un peu, à condition que quand les deux autres dames vont venir parler tout à l'heure, Lynn Ducharme et Christiane Bilodeau, vous les écoutez attentivement. Alors, je vous donne une petite récréation. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, là. Alors, bonsoir, chers amis. Nous sommes très, très contents de vous voir aussi nombreux ce soir. On a été obligé cette année de dire quelquefois aux gens « Ah, cette valeur, on n'a plus de place. » Alors, ça nous faisait de la peine, mais ça nous faisait plaisir en même temps. Parce que la salle est pleine, on a 250 personnes, c'est magnifique. Merci! La fondation HTAPQ, qui veut dire Hypertension artérielle pulmonaire, Québec, existe depuis 2006. Et grâce à votre générosité et à beaucoup d'autres activités que nous tenons au cours de l'année, nous avons remis aux personnes atteintes dans le besoin, depuis nos débuts, plus de 225 000 $. Pour une petite fondation partie à civile, là, c'est très bon, je trouve. Et je vais vous dire vite un petit mot sur le fromage qu'on vend 2 fois par année. Et ça, c'est vraiment notre source principale de revenus. Alors, des boîtes de fromage comme... J'en avais mis une là quelque part, je sais pas ce que... Ah, là-bas, j'en avais mis une là-bas, elle est vide, elle est vide. Mais à Noël, on a réussi en équipe, parce qu'on a des vendeurs un peu partout au travers le Québec, à en vendre 3150 boîtes. Et là, on en revend pour Pâques. On a jusqu'au 25 février pour donner la commande. Une belle boîte de fromage comme ça, avec 1 kilogramme, 5 pointes de 200 grammes de sortes différentes, ça se vend seulement 30 $ pour la fondation. Alors que si vous allez à l'épicerie, je ne veux pas chicaner après à Coop ou Maxi ou n'importe qui, ça va coûter 35,89 $. Merci. Merci aussi à toutes les autres personnes qui nous ont donné un bon coup de main pour l'organisation de la soirée. Merci à Kick FM, à l'Avenir de l'Érable, à la télévision communautaire. Comme l'a mentionné Hugues, nous attendrons tantôt 2 conférencières intéressantes. Je les remercie de leur collaboration. L'année... Ah, c'est vrai, je vous ai donné la permission. L'année passée, on avait eu le docteur Provencher qui a donné une très intéressante causerie. Cette année, on a décidé de donner la parole à 2 dames. Il y a beaucoup de commanditaires qui nous ont donné des cadeaux. Ça paraît pas, ça paraît pas parce qu'il y a des bons d'achat, toutes sortes de choses, mais sur la table là-bas, plus le bouquet, l'arrangement floral qu'il y a là, plus l'autre là-bas, on a pour 4090 $ de cadeaux. Des très beaux cadeaux. C'est magnifique. Je vous dis tout de suite que l'année passée, on a vendu pour 1700 $ de billets de tirage. On vous dira pas, je voulais pas vous le dire, mais il me semble que 2000, ça sera le fun. En tout cas, laissez aller votre bon cœur. Bon, les billets, vous avez un petit carton sur vos tables qui vous dit quel prix. Je vais maintenant vous présenter les membres de notre conseil d'administration qui sont présents parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu assister. Et je leur demanderai tantôt, quand je les nommerai, de se lever pour que vous puissiez les identifier. Avant ça, je veux remercier sincèrement Mme Pauline Danjou. Où est-elle? Levez-vous, madame, faites des beaux bye-bye. Pauline a été la vice-présidente de la Fondation durant 6 ans. Elle a fait 2 mandats et s'est ensuite retirée. On la comprend, il y a beaucoup d'autres activités qu'on peut s'occuper. Celle qui occupe maintenant le poste de vice-présidente, c'est Mme Dolores Carrier. On a Michel Anctil qui est notre trésorier. Lynn Ducharme, que vous entendrez tantôt, est la représentante des personnes atteintes. C'est elle qui a succédé à ma fille Isabelle. On a de Saint-Hyacinthe M. Pierre Lachance, qui est responsable du secteur de Montréal et là-bas, dans le Boulevard. Et on a aussi une personne qui est très impliquée, Mme Claire Ruel-Guimond, qui n'est pas directement sur le conseil d'administration, mais qui était notre vérificatrice comptable.
Alors, quand les papiers du gouvernement arrivent, moi, je lui adresse ça tout de suite. Je rouvre même pas l'enveloppe. C'est elle qui a eu l'idée de la vente de garage, qui est aussi une bonne source de revenus pour nous autres. 3 autres personnes sont absentes pour des raisons majeures. Jacques Gariepi est notre secrétaire, il est de Victoriaville. Jean-Pierre Vigneault de Saint-Romuald est responsable du secteur de Québec. Et nous avons ajouté une autre personne récemment. C'est Mme Judith Moati de Montréal. C'est une personne atteinte, mais qui est très dévouée, s'occupe beaucoup des patients de l'hôpital général juif de Montréal. Les gens qui ont cette maladie-là sont soignés seulement à 2 endroits, soit à l'hôpital Laval à Québec ou à l'hôpital juif à Montréal. Les autres grands hôpitaux, même s'ils sont très reconnus, ne connaissent pas cette maladie-là. Et c'est ça qui cause parfois des gros problèmes. Alors, c'est pour ça qu'on fait des soirées. C'est sûr, c'est pour ramasser de l'argent, mais c'est aussi pour sensibiliser les gens à cette maladie. Je vous souhaite donc un bon souper, une bonne soirée, et je vous remets entre... Ça a été trop long? Non? Entre les mains du gardien du temps, M. Hugues Boulanger. Merci, Denis. Moi, j'ai fait le décompte quand tu as présenté les membres du conseil d'administration de la Fondation. Je remets à 8. Et il y en a un qui a été oublié, mais là, vous savez c'est qui? Il est juste là devant vous. C'est moi. Alors, comme disait Denis, contrairement aux années précédentes, nous n'aurons pas ce soir le conférencier unique, comme nous avons déjà eu, M. Steve Provencher. Mais 2 conférencières. Oui, 2 dames qui sont ou ont été directement touchées par la maladie. La première, qui viendra faire sa petite conférence tout à l'heure, Mme Lynne Duchamp est atteinte de l'hypertension artérielle pulmonaire depuis plus de 12 ans. Accueillons donc Mme Lynne Duchamp. Alors, bonsoir tout le monde. Non, je vais la montrer tranquille. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Lynne Duchamp. Je suis représentante pour les personnes atteintes au niveau de la Fondation d'hypertension artérielle pulmonaire. Ça se peut que je sois essoufflée pendant que je parle. Fait que je vais prendre essayer d'aller plus lentement. Fait que n'hésitez pas compte, s'il vous plaît. Alors, je suis atteinte d'hypertension depuis l'an 2000. Suite à une opération à la hanche, lorsque j'étais en salle de réveil, à mon réveil, j'ai commencé à être essoufflée. J'étais de plus en plus essoufflée. Alors, je ne savais pas de quoi ça dépendait. Et lorsque j'ai vu mon médecin traitant, je lui en avais parlé, puis il me disait... ça n'a aucun rapport avec l'opération, je ne comprends pas pourquoi tu étais essoufflé de même. Alors, au fil des années, j'ai commencé à voir d'autres médecins. Et là, on a décidé de me traiter pour les nerfs. Ouais. Là, on m'a donné des pilules. J'étais calme. Mais j'étais toujours essoufflée, par exemple. Après, vu que ça ne marchait pas, j'ai dit, je vais aller voir un médecin que je ne connais pas. Dans les années 2000, il y avait encore des cliniques qui prenaient des nouveaux patients. Alors là, je me suis rendue au bureau du médecin, et puis là, il m'a dit que je faisais de l'asthme. Bon, là, j'étais contente, je savais que j'avais. Fait que là, ils m'ont donné des pompes. Fait que je m'en vais chez l'autre, mon petit bonheur, je prends mes pompes. Là, j'étais calme, j'avais une jambe qui marchait bien, mais je n'étais pas encore capable de marcher parce que j'étais très essoufflée.
après, j'étais tellement essoufflée que je n'étais plus capable de bouger. Puis je n'étais plus capable de parler au téléphone. Mon mari m'avait installé dans ma chambre une toilette portative. Et puis là, au fil du temps, j'ai commencé à faire des syncopes. Alors, un soir, mon mari est venu s'asseoir avec moi au lit pour jaser, parce qu'on faisait juste jaser dans ce temps-là, j'étais beaucoup trop essoufflée. Fait que là, je suis partie, parce qu'une syncope, quand on fait ça, on s'en aperçoit pas, on part assez vite. Et puis, à chaque fois que je revenais à moi, je voyais tout le temps mon mari qui était au téléphone avec le 911, la peur dans ses yeux, là. Tu sais, moi, je savais jamais ce qui s'était passé quand tu pars, là, Et puis, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai fait plusieurs allers-retours entre l'hôpital et chez moi, parce qu'ils ne trouvaient jamais ce que j'avais. Alors, à ce moment-là, je retournais toujours avec mon petit bonheur. Puis, tu seras pas long, j'ai pris des notes, hein? Et puis là, à force de faire des allers-retours, à un moment donné, à l'hôpital de ma région, ils ont décidé de me faire passer des tests. Fait que ça a pris 4 ans, tout ça, là, de 2000 à 2004, que j'ai été essoufflée. Alors, à partir de 2004, là, ils ont dit, on pense qu'on sait ce que vous avez, mais on n'est pas certain. Alors, on pourrait vous envoyer soit au Jewish Hospital à Montréal, ou soit à l'hôpital Laval de Québec. Moi, il y a eu un accident d'auto à l'âge de 18 ans. Je connaissais l'hôpital Laval parce que j'avais été là une couple de mois. Fait que j'ai tout de suite dit l'hôpital Laval. Alors, arrivé à l'hôpital Laval, ils m'en font tous passer les tests. Et puis, c'est là qu'ils ont découvert que je faisais l'hypertension artérielle pulmonaire. Au début, ils ont commencé à me soigner avec le Bosantan. Le Bosantan, c'était en comprimé. Alors, j'ai reparti par chez nous, dans ma région. J'étais un beau 6 mois à marcher. J'étais encore calme. Mais là, j'étais plus essoufflée du tout. Fait que ça allait bien, la vie était belle. Mais au bout de 6 mois, le Bosantan n'a plus fait effet. Alors, j'ai été obligée de retourner à Québec. Et à ce moment-là, là-bas, ils m'ont dit, on va te donner le Fleurant. Le Fleurant, c'est un médicament que je porte sur moi 24 heures sur 24. Et c'est un médicament que nous faisons, parce que je dis nous, parce que mon mari le fait 3 à 4 fois par semaine pour m'aider, pour pas que j'aille à le faire. Alors, ça fait très du bien, là. On dirait que je suis pas malade quand il le fait. J'ai apporté ce que j'ai besoin pour faire mon médicament. Alors, il est là sur la table. Tantôt, on va mettre la table plus dans le bout par en avant. Fait que ceux qui voudront aller voir pourront voir de quelle manière, là, tout ce que j'ai besoin. Comme moi, j'ai besoin juste de 2 bouteilles de Fleurant. Mais je prends mon amie Isabelle Cormier. Elle était rendue à 11 bouteilles de Fleurant en dernier. Fait que c'est quelque chose. Là. Moi, je n'ai juste 2 parce que je prends du Viagra avec ça 3 fois par jour. Parce que le Viagra, au début, n'oubliez pas qu'il était fait pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Ah ouais. Vous pouvez rire, j'ai le temps de chercher mes feuilles. Alors, à l'hôpital, il n'arrêtait pas de me dire que je rencontre le médecin. Le médecin arrive dans ma chambre. Moi, j'étais avec une dame, puis on avait beaucoup de plaisir. En tout cas, on a beau être malade, mais on doit avoir du plaisir. Et puis le médecin rentre dans ma chambre et il me dit, vous êtes Madame Duchamp? Alors je dis oui. Bien, il dit là, il va falloir que vous allez rétablir, madame, vous allez mourir. Il vous reste à peine 2 ans à vivre. Fait que c'est pas ce que vous savez, mais moi je l'ai sorti de la chambre. J'en ai voulu pendant 2 ans de temps, ce médecin-là. Mais à un moment donné, il faut se dire, là, il n'y en a pas de façon de dire à quelqu'un qu'il va mourir. Fait qu'à cette heure, je suis bien correct avec le médecin. Mais depuis 5 ans, la recherche a très avancé, est avancée très rapidement. Il y a maintenant 5 sortes de médicaments pour les patients avec nos sous-catégories. Mais même ces médicaments-là que nous prenons, ils ne nous guérissent pas. Ils font effet seulement un temps donné. Et ce temps-là, on ne le sait pas.
On peut mourir demain, après-demain, dans 10 ans. Il n'y a personne qui peut nous dire le temps que le médicament-là va agir sur nous. Quand je suis retournée dans ma région, à Trois-Rivières, je me suis sentie très seule, parce que ça, c'est une maladie qu'on dit orpheline, là. Et puis, il n'y avait vraiment personne. Puis moi, je voulais savoir que c'était la maladie, je voulais l'apprendre plus. Alors, c'est là que je suis allée sur le net. Il y avait un site en France où que les patients pouvaient parler entre eux. Et c'est là que j'ai rencontré Isabelle Cormier, qui est devenue une grande amie à moi. Et Isabelle aidait les gens. Moi, elle m'a aidé énormément. Puis c'est pour ça, suite à son départ, j'ai décidé que moi aussi, je voulais faire comme elle, aider les gens à ne plus être seuls. Alors, j'essaie de rassembler le plus de patients possible. Au début, on n'était pas nombreux, hein? On faisait ça à la maison, Martine. Et puis après ça, on a eu de plus en plus de patients. Fait qu'on fait ça au restaurant. Après ça, ben là, moi, j'ai ouvert un Facebook. Fait que les gens qui ont l'hypertension peuvent venir jaser. Je vais vous dire un mot pas beau, là. Des fois, on est écœuré d'être malade. Bien, sur ce site-là, tu peux venir en parler. Puis on va t'écouter. Fait que c'est pour ça que j'essaie le plus possible d'être sur ce site-là à tous les jours pour aider les gens. OK. Je vais changer de page. OK. Aujourd'hui, j'en suis à ma 13e année de vie parce que vivre avec l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est tout un défi, je vous dis. Parce qu'on a beaucoup de deuil à faire. Comme j'ai dû arrêter de travailler. Les sorties comme ce soir, là, c'est spécial, là, on n'en fait plus presque. On en fait une de temps en temps. Et puis il y en a d'autres comme moi, on ne peut pas se baigner, mais là, moi, des fois, je triche. Mais on ne peut pas aller dans les piscines, parce que notre cathéter part d'ici pour s'en aller dans le cœur, puis on a tout le fil puis la pompe, puis ça, on ne peut pas mouiller ça. Puis ça va dépendre aussi des gens, de leur catégorie de maladie, de leur grade. Comme moi, je suis grade 4, sévère, mais il y en a qui sont juste grade 1. Eux autres ont moins d'effets secondaires de leurs médicaments et tout ça. Moi, les effets secondaires que j'ai, bien, l'hypertension pulmonaire, premièrement, donne beaucoup de fatigue. Alors, aussi, on a de l'essoufflement, on a des étourdissements, on peut faire des syncopes. Je peux aussi vous dire les effets secondaires que moi, je ressens avec mon médicament. À tous les jours depuis 2004, j'ai le dessous des pieds qui brûle, comme quand on était jeune, là, puis qu'on marchait sur l'asphalte, là, puis c'était chaud, on allait vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là. Mais moi, mes pieds sont comme ça depuis 2004. Des journées où je vais mieux, ça passe, j'endure cette chaleur-là, mais il y a des journées où je ne vais pas, là, que je suis tannée, je vais me coucher, j'attends que ça passe, là, que ça brûle moins, là. Et puis, ah oui, après avoir mangé, quand je mange, la première bouchée que je prends, pendant 10 à 20 secondes, j'ai toujours un choc électrique au niveau de la mâchoire. Alors, comme quand on soupe entre amis, eh bien là, moi, je suis obligée de manger d'une frappe. Parce que si je mange, je parle, si je remange en dedans de 20 minutes, le choc électrique revient. Alors, c'est pas très intéressant. Et puis, ça, c'est des effets secondaires du Flonase sur les gens là, qui y portent. Ah, aussi, là, ça, je vais vous demander de faire bien attention à ça, là, les madames, là. Parce qu'avec le Flonase, après avoir mangé, nous autres, ça va vite aux toilettes. On n'a pas le choix. Fait que si vous me voyez à la salle de bain et que j'ai la face rouge, laissez-moi passer. Parce que ça fait partie de la maladie. Il y en a souvent qui s'échappent partout. Fait que c'est un autre désagrément, là. Aussi, ça donne beaucoup de douleurs musculaires. Ça, on en a énormément de gens qui ont des douleurs musculaires. La plupart des gens qui ont l'hypertension artérielle pulmonaire. Nous, on a toujours peur de se faire passer pour des lâches.
parce que la plupart du temps, on essaye d'être couché. Mais il y en a qui trichent comme moi, là, qu'on se mène la vie au bout. OK. Moi, j'ai apporté ici, quand je sors de ma maison, que ce soit pour aller à l'épicerie, pour aller au dépanneur, moi, je dois apporter tout ce qui est ici au bas de la table. Je dois apporter mon oxygène, parce que je dois avoir l'oxygène 18 heures sur 24, et des fois un peu plus. Je dois apporter, je vais vous montrer ma pompe. Allez un petit peu. Elle est là-bas, là. Je dois apporter la cassette, un autre cassette, un autre pompe. Je dois apporter des ice packs, parce que mon médicament, il faut toujours qu'il soit sur la glace. OK? Et puis, en plus de ça, c'est pas mal tout. C'est ça. Mes glaces, c'est assez, hein? Fait que je vous dis que moi, là, quand je fais une recette et je manque du lait, là, je pense à 2 fois avant de sortir. Et puis, comme je suis quelqu'un d'assez fort, je suis capable d'en prendre. L'an passé, j'ai eu un cancer, mais là, j'en suis à ma première année de comment on appelle ça, là? De rémission, c'est sûr. Et puis, comme avec l'hypertension, on est toujours très fatigué. Bien, imaginez-vous avec la radiothérapie, j'étais fatiguée. Mais bon, ça, c'est du passé. Comme je dis aux gens avec qui je discute, c'est le présent qui compte pour moi. Je n'ai pas de passé à cause de mon accident d'auto de 1979. Je me souviens rien de ma jeunesse. Moi, ma vie a commencé à 18 ans. Pour le moment, je n'ai pas d'avenir parce que les médicaments ne nous guérissent pas. Ils nous maintiennent seulement en vie. Fait que ce qui est le plus important pour moi, ce qui est ma force, c'est le présent. Je participe aussi à la recherche de l'hôpital Laval. Je fais de l'écoute téléphonique pour les personnes atteintes d'hypertension pulmonaire. Je m'occupe de gérer le site Facebook. Je vends du fromage 2 fois par année. J'en fais un petit peu. Je participe le plus possible à tout ce qui rapporte à la Fondation pour aider le plus de personnes atteintes. Au fil des années, j'ai perdu beaucoup trop d'amis. C'est pourquoi il faut continuer à aider les personnes atteintes pour que leur vie soit plus douce pour le temps qui leur reste parmi nous. Mais ce que je sais aujourd'hui, malgré tout, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout de notre chemin. Notre fondation est encore jeune et j'espère qu'un jour elle sera connue de toute la population. Alors, n'hésitez pas à en parler. Je sais que la plupart du temps, je me couche tôt, mais il y a des événements comme celui de ce soir où je fais des exceptions. Pour cette belle soirée passée en bonne compagnie, je suis prête à rester dans mon lit pendant 2 à 3 jours. Je peux vous dire que ça vaut la peine de vous voir tous ici ce soir. Vous qui venez en aide aux personnes atteintes, je vous remercie grandement. Alors, merci énormément, Aline. Félicitations pour ton beau témoignage. Puis, je pense qu'on la reconnaît pour son courage, son dynamisme. Puis là, vous en avez une preuve ce soir. Alors, Lynn, on te souhaite le meilleur. On veut que tu sois avec nous encore tout le temps. Merci.
Alors, merci beaucoup, Lynn. Avant de passer à notre seconde conférencière, je veux juste vous signaler que l'appareil que Lynn avait avec elle quand elle est partie, c'est une... C'est pas une, c'est un concentrateur d'oxygène. Et c'est un appareil qui est assez dispendieux, mais qui a été payé par la Fondation et qui est prêté à Lynn. Alors, ça me donne un peu une idée à quoi sert l'argent que la Fondation ramasse par des événements comme celui de ce soir. Alors, notre seconde conférencière, Mme Christiane Bilodeau, est-ce qu'elle est ici? Oui. Mme Christiane Bilodeau a été greffée cœur-poumon en 1987. Et je l'invite donc, en 1987, si on fait un petit calcul rapide, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 25 ans. Alors, je n'ai pas osé de l'inviter à venir nous raconter son expérience, elle est déjà là. Et on aura des photos à l'appui aussi pour la durée de sa conférence. Alors, voici Christiane. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir et de partager mon expérience. Comme M. l'a dit, ça fait 25 ans que j'ai eu une transplantation cœur-poumon. Il y a 25 ans. Je suis une privilégiée parce que j'ai eu la chance d'avoir un donneur. C'est pas tout le monde qui a ça. Là. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, décèdent avant. La maladie qui m'a amenée à la transplantation se nomme le syndrome d'Eisenmenger. C'est une forme d'hypertension pulmonaire, mais qui est causée par une malformation cardiaque congénitale. Mes problèmes sont apparus après mon accouchement. C'est là qu'on a mis un nom sur ma maladie. Et plus tard, en 1983, mon cardiologue m'a demandé de cesser de travailler. Il m'a dit, tu prends soin de toi parce que tu as une porte de sortie, c'est une greffe cœur-poumon. Et il fallait gagner du temps parce qu'en 1983, ça ne se faisait pas au Québec. Avant ma transplantation, mes activités étaient très limitées parce que j'étais toujours à bout de souffle. C'est en 1987, suite à une hospitalisation, que j'ai dû me rendre à l'évidence, le moment de la transplantation était arrivé. Alors, on m'a transféré à l'hôpital Royal Victoria de Montréal, où un programme de transplantation existe. Ils avaient fait déjà 3 greffes cœur-poumon, mais les 3 patients étaient décédés. Mais moi, j'ai dit au docteur, vous allez bien finir par en réussir une. On a donné un petit peu de pression. Bon. Après 13 jours de soins intensifs, on m'a évalué pour savoir si j'étais un receveur potentiel. Et tout s'avérait correct. On a mis mon nom sur la liste d'attente le 26 mai 1987. Mais il y avait un hic. Je devais rester à l'hôpital jusqu'au moment de ma transplantation. Alors, j'ai passé tout l'été 1987 à l'hôpital. Tantôt à Montréal, tantôt à Québec. C'est le 30 août que le téléphone sonne pour m'annoncer qu'il y a un donneur potentiel. Alors, on prend l'ambulance et direction Hôpital Royal Victoria. À mon arrivée, on fait encore quelques tests et tout semble possible de procéder à la transplantation. Ce n'est jamais une certitude parce que tant que les organes ne sont pas prélevés, il peut y avoir annulation. C'est sûr qu'il commence l'opération sur le donneur au lieu du receveur, là, pour ne s'ouvrir pas rien. Là. À 6 heures du matin, j'entre en salle d'opération. L'opération dure à peu près 4 heures. Si bien que, à 12h20, je suis réveillée. Mais c'est très flou dans ma mémoire. Je me rappelle que le chirurgien m'a dit que l'opération s'était bien déroulée, qu'il n'y avait pas eu aucune complication. 1 heure plus tard, je me réveille à nouveau, et là, c'est beaucoup plus clair dans ma mémoire. Mon conjoint est là, et ma première réaction, c'est de lui montrer mes mains. Maintenant, mes mains sont toutes roses. Avant la transplantation, mes doigts entiers étaient bleutés à cause du manque d'oxygène dans le sang. Dès le lendemain matin, le médecin vient dans ma chambre et me fait asseoir au fauteuil. Et il me permet aussi d'appeler mon fils, qui est chez mes beaux-parents. Je commence dès lors à travailler en physiothérapie, plusieurs fois par jour. Au début, les exercices, c'est plus pour nous faire respirer parce que quand ils transplantent les poumons sont comme dégonflés,
Puis là, pour leur faire reprendre leur place, il faut travailler, c'est beaucoup la respiration. Puis c'est pas toujours facile parce que tu viens d'être ouverte complètement. Fait que, disons que c'est du travail. On m'enseigne aussi à bien connaître et à bien prendre les médicaments. Parce que les médicaments anti-rejet, c'est pour la vie. Ça va bien, de jour en jour, et à tous les jours, on m'enlève des tubes ici, on m'enlève là, on m'enlève partout. Là. Si bien que 5 jours après ma transplantation, on m'apporte une bicyclette stationnaire, puis je commence à faire du vélo. Les médecins n'ont pas d'expertise à cette époque. Alors, ils se sont donnés comme guide, après 3 biopsies du cœur, soit 1 par semaine quand la biopsie est normale, après 3 semaines, ils nous donnent notre congé de l'hôpital. C'est alors que, 23 jours après ma greffe, j'avais mon congé de l'hôpital. Je dois cependant rester à Montréal pour une période de 3 mois, parce qu'au début, les visites à l'hôpital, c'est 3 fois par semaine. Fait que c'est comme, on ne peut pas s'éloigner trop du centre de transplantation. Alors, avec l'aide d'un couple que j'avais rencontré pendant les 13 jours que j'ai été aux soins intensifs, eux autres nous ont aidés à trouver un logement qui n'avait pas de bail, puis à un prix abordable. On a beau être à Montréal, c'est sûr qu'il y a 25 ans, mais les gens sont très, très... En tout cas, nous autres, on a eu de l'aide beaucoup, là, même si c'est des gens qu'on ne connaissait pas. Au début décembre, j'avais mon OK pour revenir par chez moi. Fait que, début décembre, toute la famille est de retour à la maison. Ça, je pense que c'est le plus beau Noël que je ne pouvais pas avoir. Les visites à l'hôpital, ce qui se passe, c'est rendu 1 fois par mois. C'est correct, car elles sont rassurantes. Ça fait pas longtemps que tu es greffé, puis tu t'en vas, tu sais, loin, là. Fait que, quand tu vas à l'hôpital, qu'ils te disent que tout va bien, c'est correct, ça fait du bien, ça rassure. Tu dis, je repars, puis je suis correct. Pendant cet hiver-là, ça va très bien, même que je fais du ski de fond, je fais du patinage. Je trouve ça tellement bon de ne pas être à bout de souffle tout le temps. C'est ainsi que les années passent et mes visites à l'hôpital deviennent aux 6 mois et ensuite 1 fois par année. Ça, c'est... On n'avait pas prévu ça au début parce qu'au début, là, quand ils m'ont mis sur la liste d'attente, là, ils disaient ben, les visites à l'hôpital, ça va être comme à peu près aux 6 semaines tout le temps. Mais là, ils ont pris de l'expérience, de l'expertise, puis avec ceux d'ailleurs aussi. Donc là, c'est comme rendu 1 fois par année. À mon 20e anniversaire de greffe, j'ai écrit une lettre à la famille de mon donneur, de façon anonyme et par l'intermédiaire de Québec Transplant, pour les remercier, et je leur expliquais un peu dans la lettre ce qu'était ma vie 20 ans après. Mais quelques semaines plus tard, Québec Transplant communiquait avec moi pour me dire qu'il ne pouvait pas retracer la famille du donneur. Alors, moi, je voulais faire quelque chose de spécial, parce que 20 ans, il faut fêter ça. Alors, je suis allée sauter en parachute. Quelle belle expérience! Aujourd'hui, je vais encore à l'hôpital Royal Victoria 1 fois par année. J'ai régulièrement des examens, des prises de sang, mais je fais ça par ici, soit au CLSC ou à l'hôpital d'Arthabasca. Mais les résultats sont toujours envoyés à Montréal. La médication, ben, c'est 2 fois par jour, tous les jours. Avec le temps, se sont ajoutés quelques médicaments, parce qu'on sait, hein, il y a des médicaments qui ont toujours des effets secondaires, il faut prendre d'autres médicaments pour ça. Mais je suis en vie, j'ai une très belle vie. Bon. Vous pouvez vous dire que ma vie a toujours été numéro 1 depuis la greffe, ce serait trop beau. Parce que j'ai eu des petits problèmes de santé. Quelques-uns m'ont emmené à des chirurgies. Mais moi, je me trouve très chanceuse parce que je récupère assez vite quand il arrive quelque chose. J'ai une très belle qualité de vie. Je fais beaucoup de marches. Je fais du vélo. Je joue dans une ligue de quilles. J'ai un très grand terrain. Alors, l'été, c'est la pelouse, les plates-bandes, le jardin. Je suis une personne manuelle. J'ai toujours plein de projets. La vie est belle, j'en profite à chaque moment. Au moment de la greffe, on m'avait dit que mon espérance de vie était de 7 ans. C'est pas long, ça. Mais imaginez-vous, 23 ans plus tard, j'ai eu le bonheur de devenir grand-mère. Antoine, mon petit-fils, a aujourd'hui 3 ans. C'est un rayon de soleil dans ma vie. Je ne peux pas terminer mon discours sans vous parler du don d'organes. Parce que le don d'organes, c'est le pouvoir de changer une vie. Un don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies
et redonner la santé à 15 personnes. Mon message pour vous ce soir, et si c'était vous ou un membre de votre famille qui avait besoin d'une greffe, je suis certaine que vous seriez en faveur du don d'organes. Alors, je vous encourage fortement à signer votre carte d'assurance maladie et à en parler à vos parents et à vos amis. J'ai avec moi des dépliants avec des autocollants que l'on peut apposer sur la carte d'assurance maladie. Si certains d'entre vous en veulent, je peux circuler tout à l'heure, ou sinon, ne vous gênez pas de venir me voir. Ça va me faire plaisir. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont encouragé depuis le début et encore aujourd'hui dans cette aventure. Donc, j'ai une gang là-bas là, qui est avec moi depuis le début. Sans vous, là, ce serait vraiment très différent. Merci aussi à tout le monde ici ce soir pour votre présence. Merci d'encourager la Fondation. Je vous souhaite un bon souper et une très belle soirée. Merci beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup à Christiane. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que signez donc votre carte pour les dons d'organes. Voyez la vie que vous pouvez donner à d'autres personnes. Merci. Alors, merci de votre attention pour les deux conférencières. Vous avez aussi bien écouté les conférencières que M. Cormier. Il en est très heureux. Petit message avant de passer à la dernière intervention. Les médicaments ou le matériel que Lynn Duchamp a besoin pour fonctionner jour après jour sont ici sur la table. Et on transportera cette table-là près de l'entrée tout à l'heure si vous voulez aller voir de quoi il s'agit. Autre message. Je ne m'en souviens plus. Non, c'est une blague. Madame Bilodeau, Christiane, pour les gens qui ne la connaissent pas, est une personne de la région d'Érable. Elle habite à Laurierville. Alors, c'est la Diane Hébert de l'Érable. Vous connaissez peut-être Diane Hébert, c'est une dame qui a été greffée cœur poumon il y a plusieurs années. Et elle a fait aussi beaucoup de publicité là-dessus, mais ici dans la région, on en a une. Alors, nous en sommes maintenant rendus à l'heure du souper, préparé par le groupe Lynn Vernois. Si nous avons pu maintenir le même prix pour cet événement depuis 4 ans, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour la prochaine année, c'est aussi grâce à de généreux collaborateurs. En effet, pour le repas de ce soir, le port du Québec est à l'honneur et est une gracieuseté de 4 couples producteurs de porc de la région. Merci donc à M. Bruno Vigneault et Mme Justine Beaumont, M. Martin Lemoine et Mme Rachel Carrier, M. Régent Lemoine et Mme Teresa Shewiller, M. Stéphane Lemoine et Mme Annie Larochelle. Les 4 couples ont fourni gracieusement le porc que nous mangerons ce soir. Ils ne sont malheureusement pas ici, mais on les remercie quand même. Alors, je vous souhaite donc un bon appétit, bonne soirée et à plus tard. Merci.